Pense à ton esprit comme à une pièce sombre. Des pensées que tu n'invites pas s'y accumulent, des voix qui répètent des doutes, des peurs qui se déguisent en certitude. Beaucoup pensent que le problème est à l'extérieur, dans les circonstances, dans les personnes, dans les coups durs de la vie. Mais en tant que psychologue, je te le dis franchement, le plus destructeur vient rarement de l'extérieur, il naît à l'intérieur. Ce sont ces idées empoisonnées qui affaiblissent, ces chaînes invisibles que tu acceptes comme si elles étaient les tiennes. La tempête la plus dangereuse n'est pas celle du monde, c'est celle que tu n'arrives pas à éteindre en toi. Je ne te parle pas de formules magiques ni de phrases vides. Je te parle d'un travail profond, sérieux, qui demande du courage. Maîtriser l'esprit n'est pas réprimer ce que tu penses, c'est apprendre à l'observer, à le comprendre et à choisir ce qui mérite de grandir en toi. Chaque pensée peut être un allié ou un bourreau. Tu décides à laquelle donner de la force. C'est là la racine de la véritable liberté. Ne pas contrôler le monde, mais gouverner ce qui se passe en toi. C'est pourquoi cette vidéo est faite pour te confronter. Je ne vais pas te parler doucement, car l'esprit ne se discipline pas avec des caresses. Il a besoin de fermeté, il a besoin de clarté. Je veux que tu comprennes que si tu ne prends pas la barre, tes pensées le feront pour toi, et pas toujours dans la bonne direction. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je veux que tu le regardes en face. Si tes pensées sont sombres, ta vie le sera aussi. Reste, car ce que tu vas entendre, ce sont 10 leçons pratiques que tu peux appliquer dès maintenant sans excuse. Des attitudes qui transforment le doute en certitude, la peur en courage, la confusion en clarté. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'entraînement pour ton esprit. Et si tu décides de les mettre en pratique, tu cesseras d'être l'esclave de ton monde intérieur et tu commenceras à vivre comme quelqu'un de vraiment libre. 1. Apprends à observer tes pensées sans t'identifier à elles. Imagine que tu es assis dans une gare, les wagons passent l'un après l'autre, certains remplis de rire, d'autres chargés d'ombre, d'autres avec des voix qui t'insultent ou te rappellent ce que tu crains. Tu es sur le quai, et bien que les trains passent devant toi, ils ne sont pas tous destinés à t'emporter. Cependant, la plupart des gens commettent l'erreur de monter dans le premier train qui apparaît, sans se rendre compte que toutes les destinations ne sont pas bonnes. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Les pensées arrivent, traversent ta conscience et disparaissent. Mais si tu t'identifies à elles, tu montes dans le mauvais train et tu finis dans un endroit sombre, d'où il est ensuite difficile de sortir. Le stoïcisme nous enseigne à créer de la distance. Marc Aurèle disait « Ton esprit prendra la forme de ce que tu penses habituellement ». Qu'est-ce que cela signifie? Que toutes les pensées ne doivent pas être nourries. Observer sans s'identifier, c'est comme regarder les trains passer et décider calmement lequel prendre et lequel laisser partir. Ce principe s'applique chaque jour, lorsque surgit la voix qui dit que tu ne peux pas, que tu vas échouer, que tout est perdu. Si tu sautes dans ce wagon, l'émotion qui suit est inévitable. Anxiété, peur, tristesse. Mais si tu apprends à l'observer comme quelque chose d'externe, la force de cette voix s'estompe. Regarde-le dans ta vie quotidienne. Lorsque tu es confronté à un problème, ton esprit peut lancer une pensée comme « cela va me dépasser ». Si tu y crois aveuglément, tu agiras avec défaite même avant d'essayer. Mais si tu le regardes comme quelqu'un qui voit un train passer, tu peux te dire « c'est juste une pensée, pas un fait ». Cette pause te redonne le contrôle, te rappelle que tu es l'observateur et non l'idée. C'est dans cette distance que commence la véritable liberté. La psychologie contemporaine le confirme également. La thérapie cognitive et la pleine conscience enseignent à mettre de l'espace entre l'esprit et l'identité. Il ne s'agit pas de nier ce que tu penses, mais de reconnaître que chaque idée n'est qu'un phénomène passager, pas une sentence. Le cerveau produit des milliers de pensées par jour. Vas-tu permettre à chacune d'elles de dicter comment tu vis? C'est la question difficile que tu dois te poser. Parce que si tu n'entraînes pas la capacité à observer, tu seras l'esclave du premier train qui apparaît. C'est ici que la pratique quotidienne entre en jeu. Chaque fois qu'une pensée apparaît, ne te précipite pas pour y croire. Arrête-toi, observe-la, nomme-la. Tu peux te dire «
j'ai la pensée que je ne peux pas. Cette simple phrase crée un espace entre toi et l'idée. Tu n'es plus incapable, tu es quelqu'un qui remarque une pensée passagère. Et dans cet espace, tu choisis quoi faire. La laisser partir ou lui donner du pouvoir. Observer sans s'identifier est un entraînement. Au début, c'est difficile parce que tu as passé des années à croire tout ce que ton esprit dit. Mais peu à peu, cette habitude crée de la force. Un jour viendra où les voix sombres apparaîtront et au lieu de te traîner, tu les regarderas avec calme et fermeté. Et là, tu comprendras la vérité. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui décide quoi faire avec elles. C'est le premier pas pour maîtriser ton esprit et commencer à être véritablement libre. 2. Identifie et nomme la voix de l'obscurité. Dans l'esprit habite un écho qui ne demande pas la permission de parler. Il s'infiltre dans les moments de calme, interrompt lorsque tu te proposes d'avancer et répète les mêmes phrases jusqu'à t'épuiser. Tu ne peux pas, tu ne vaux rien, tu vas échouer. C'est comme un invité indésirable qui s'installe dans ta maison et commence à donner des ordres comme s'il en était le propriétaire. Le plus dangereux n'est pas qu'il apparaisse, mais que tu t'habitues à lui obéir, croyant que cette voix est vraiment la tienne. Le stoïcisme enseigne que la première bataille se livre en reconnaissant l'ennemi. Cette voix sombre n'est pas toi, c'est juste une partie de ton esprit qui a appris à douter, à craindre et à te détruire de l'intérieur. Si tu la laisses agir en silence, elle prend le contrôle. Mais si tu la nommes, si tu l'identifies, elle perd de son pouvoir. En l'appelant pour ce qu'elle est, la voix de la peur, la voix du doute, la voix de la culpabilité, tu établis une distance. Ce n'est plus ton identité, c'est un bruit qui peut être observé. La psychologie moderne appelle cela externaliser. Il ne s'agit pas de réprimer la pensée, mais de l'exposer à la lumière. Quand tu dis « j'écoute la voix de l'insécurité », ton esprit comprend qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue, mais d'un schéma appris. Et quand tu l'identifies, tu cesses d'être son prisonnier. Cette simple pratique de nommer le négatif t'empêche de te perdre dans le dédale de tes pensées. Pense à la vie quotidienne. Tu es sur le point d'essayer quelque chose de nouveau et l'idée surgit. Tu n'es pas fait pour ça. Si tu le prends pour acquis, tu es paralysé. Si tu le nommes, c'est la voix de l'insécurité qui parle. Un espace se crée. Cet espace est la liberté. Tu n'agis plus sous des ordres invisibles, tu choisis clairement de continuer ou non. C'est là que réside la différence entre abandonner et avancer. Marc Aurèle, en écrivant ses méditations, ne dialoguait pas avec le monde, mais avec ses propres voix intérieures. Il leur répondait, les questionnait, les affrontait. Il a compris que si tu n'identifies pas ces voix, tu finis par être leur esclave. Et dans la vie moderne, il en va de même. Beaucoup n'échouent pas par manque de capacité, mais parce qu'ils cèdent leur pouvoir à des pensées sombres qu'ils n'ont jamais remises en question. L'entraînement est simple, mais il exige de la discipline. Chaque fois qu'une pensée destructrice surgit, ne l'ignore pas et ne l'accepte pas. Donne-lui un nom. Écris-le si nécessaire. Reconnais-le comme un visiteur, pas comme ton essence. Fais-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. L'obscurité intérieure essaiera toujours de s'imposer, mais chaque fois que tu la nommes, tu allumes une lumière qui l'affaiblit. Identifier et nommer ne fait pas disparaître la voix, mais te donne quelque chose de plus précieux, la capacité de ne pas lui obéir. Et c'est le début du véritable contrôle de l'esprit. 3. Choisis consciemment les pensées à cultiver. Un jardin peut être rempli de fleurs ou de mauvaises herbes. La terre ne distingue pas ce qu'elle reçoit, elle se contente de le nourrir. Si tu sèmes des graines de vie, tu auras des fruits et de la beauté. Mais si tu abandonnes le sol, ce qui tombe avec le vent poussera. Épines, mauvaises herbes, racines qui étouffent ce qui essaie de fleurir. Ton esprit fonctionne de la même manière. Ce que tu penses quotidiennement devient la nourriture de ton caractère. Et si tu ne choisis pas soigneusement les pensées à cultiver, le terrain se remplit de ce qui te fait le plus de mal.
L'erreur la plus courante est de croire que les pensées sont inoffensives parce qu'elles sont invisibles. Mais ce sont elles qui déterminent comment tu parles, comment tu agis et comment tu affrontes la vie. Une pensée répétée devient une croyance, et une croyance soutenue devient un destin. Le stoïcisme l'a dit clairement, nous ne sommes pas perturbés par ce qui se passe, mais par l'opinion que nous avons de ce qui se passe. Cette opinion, cette pensée que tu choisis de répéter, détermine si tu vis en calme ou en tempête. Pense à cela au quotidien. Si chaque matin tu choisis de te concentrer sur ce qui manque, sur ce que tu n'as pas réussi, sur ce qui pourrait mal se passer, ton énergie suivra cette direction. Tu te lèveras fatigué, tu sentiras que la journée est un fardeau et chaque obstacle semblera plus grand qu'il ne l'est réellement. En revanche, si tu décides de semer une pensée différente, comme « aujourd'hui, je vais agir avec discipline », la même situation extérieure aura un autre poids. Ce n'est ni de la magie ni du positivisme vide, c'est la conséquence de nourrir un terrain avec ce qui le renforce plutôt qu'avec ce qui le détruit. La psychologie le confirme. On sait que l'esprit a un biais naturel vers le négatif, un mécanisme de survie qui nous fait plus se souvenir du danger que du calme. Mais ce biais n'est pas une condamnation. Avec de l'entraînement, tu peux rediriger ton attention vers des pensées qui te soutiennent plutôt que vers des pensées qui te coulent. Il ne s'agit pas de nier l'obscurité, mais de décider consciemment à quoi tu donneras de l'espace dans ton esprit. C'est là qu'intervient la discipline personnelle. Il ne suffit pas de reconnaître que tu as des pensées destructrices, tu dois décider de ne pas les cultiver. Lorsque tu remarques une idée répétitive qui t'épuise, demande-toi: est-ce que cela me sert d'arroser cette graine ou est-il préférable de la laisser sécher? Cette simple question peut changer le cours de ta journée. Et lorsque tu décides de nourrir des pensées qui te renforcent, la persévérance, le calme, la gratitude, la clarté, le jardin mental commence à se transformer. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des pressions politiques, se rappelait à lui-même que la grandeur résidait dans le choix des pensées face à l'adversité. Il ne pouvait pas contrôler le chaos extérieur, mais il pouvait décider quelles pensées occuperaient son intérieur. Ce rappel est aussi actuel que nécessaire. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive à ton esprit, mais tu peux décider quelles pensées nourrir et quelles pensées laisser partir. La maîtrise de l'esprit ne réside pas dans le fait de faire taire toutes les pensées, mais dans la fermeté de choisir celles qui méritent ton énergie. Si tu laisses tout pousser, ta vie sera un terrain chaotique. Si tu choisis consciemment, ton esprit devient un lieu habitable, clair et fort. Et c'est ce pouvoir qui distingue l'esclave de ses pensées du véritable maître de lui-même. 4. Maîtrise l'art de ton attention. Ton attention est comme la lumière d'un projecteur au milieu d'une scène sombre. Là où tu la diriges, tout prend forme et force, tandis que le reste dans l'ombre. Si tu pointes ce projecteur vers des pensées de peur, la peur devient la protagoniste. Si tu le concentres sur le doute grandit jusqu'à occuper toute la scène. Mais si tu apprends à contrôler la direction de cette lumière, tu décides ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. C'est la différence entre être maître de ton esprit ou esclave de ce qui apparaît devant toi. Le stoïcisme enseignait que rien d'externe n'a de véritable pouvoir sur nous, sauf ce à quoi nous prêtons attention. Marc Aurèle le répétait avec force. La vie est tissée par les pensées que nous choisissons de garder. L'attention est ce filtre invisible qui peut transformer une difficulté en une opportunité ou en une chaîne. Ce que tu choisis de regarder constamment devient ta réalité émotionnelle. Et si tu ne maîtrises pas cet art, tu finis par gaspiller ta vie sur des choses qui n'auraient jamais dû avoir autant d'importance. Pense à cela dans la vie quotidienne. Une critique sur ton travail peut devenir une blessure éternelle si tu laisses ton attention fixée dessus, la répétant encore et encore dans ton esprit. En revanche, si tu décides de concentrer ton attention sur ce que tu peux apprendre de cette critique, la même situation se transforme en croissance. Ce n'est pas le fait qui change, c'est l'endroit où tu places le projecteur. Et avec cela,
ton expérience complète change. La psychologie actuelle confirme que l'attention est limitée, comme une ressource qui s'épuise. Tu ne peux pas tout englober. Si tu la donnes au négatif, il ne restera pas d'énergie pour ce qui te renforce. C'est pourquoi il est vital de la former. Maîtriser l'attention ne signifie pas ignorer ce qui est difficile. Cela signifie décider combien d'espace cela mérite dans ton esprit. Ce n'est pas la même chose de faire face à un problème en lui donnant 100% de ton attention pendant des semaines, que de le regarder en face, de résoudre ce que tu peux, et ensuite de retirer la lumière pour te concentrer sur la poursuite de ta progression. L'entraînement pratique commence par de petits gestes. Lorsque tu remarques que ton esprit s'est égaré derrière une pensée sombre, ne te punis pas, redirige simplement la lumière. Demande-toi, cela mérite-t-il toute mon attention ou suis-je en train de nourrir quelque chose qui m'affaiblit? Avec chaque redirection, tu récupères du pouvoir. Ce simple mouvement transforme le chaos mental en une scène où tu décides qui occupe le centre. Maîtriser l'attention est un art parce qu'il exige de la discipline, de la constance et de la clarté. Mais c'est aussi une libération. Lorsque tu comprends que tout ne mérite pas ton regard, tu cesses d'être victime du bruit interne. Le monde peut crier, mais tu choisis quelle voix amplifier en toi. Et ce choix, encore et encore, est ce qui transforme un être humain ordinaire en quelqu'un de véritablement libre. 5. Transforme le doute en certitude. Le doute est comme un épais brouillard sur la route. Il ne détruit pas le chemin, mais le couvre jusqu'à vous faire croire qu'il n'existe pas. Vous avez toujours devant vous la route, les arbres, les panneaux, mais le brouillard les cache, et votre esprit commence à inventer des fantômes. Et si je me perds? Et si je n'arrive jamais? Et si derrière ce virage, il y a un précipice? C'est ainsi que le doute agit dans la vie. Il n'élimine pas vos capacités ni vos opportunités, il les recouvre simplement d'une couche d'incertitude qui paralyse. Le stoïcisme enseignait que la clarté émerge de l'action et non de l'attente que tout soit dégagé. Épictète le disait avec force, ce ne sont pas les faits qui perturbent, mais ce que nous pensons d'eux. Quand vous laissez le doute gouverner, votre esprit vous convainc que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'avez pas ce qu'il faut, qu'il vaut mieux attendre. Mais cette attente ne se termine jamais, parce que le brouillard ne se dissipe pas tout seul. C'est lorsque vous décidez d'avancer, même avec une visibilité limitée, que vous découvrez que le chemin était là depuis le début. Pensez à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité parce que vous doutiez? Cette entrevue que vous n'avez pas tentée, ce projet que vous n'avez pas commencé, cette décision que vous avez repoussée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas le monde qui vous a arrêté, c'est la voix du doute qui a paralysé vos pas. Et le curieux, c'est que, lorsque vous avez enfin osé agir à d'autres occasions, la sécurité est apparue après, comme le résultat de votre mouvement. La certitude n'est pas une condition préalable, c'est une conséquence du courage de commencer. La psychologie confirme que l'esprit cherche à éviter l'erreur, même au détriment de la croissance. C'est pourquoi il doute, c'est pourquoi il invente des excuses. Mais si vous vous laissez guider par cet instinct, vous restez enfermé dans le connu, convaincu que vous ne pouvez pas faire plus. Transformer le doute en certitude implique de faire face à ce mécanisme avec discipline. Lorsque la pensée « et si j'échoue » apparaît, changez la question en « et si j'apprends ». Ce simple changement mental brise le cycle de l'insécurité. L'entraînement commence par de petits pas. Prenez une décision et tenez-la, même si elle est minime. Chaque action accomplie construit la confiance et réduit la voix du doute. Sénèque enseignait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase révèle la clé. La certitude ne s'attend pas, elle se construit avec chaque décision ferme. Le doute cherchera toujours une place dans votre esprit, mais vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Si vous le confrontez avec action et clarté, il devient un rappel que vous pouvez avancer même sans tout voir. La certitude n'est pas l'absence de peur, c'est la conviction qui naît d'avoir fait un pas dans le brouillard. C'est là que réside la véritable force, dans le fait de marcher même lorsque votre esprit vous dit que vous ne pouvez pas. 6. Fais du silence ton refuge.
Le silence est comme un lac calme au milieu d'une forêt. Autour de lui, il peut y avoir du vent, des animaux, un mouvement constant, mais la surface reste sereine, reflétant tout sans se perturber. Dans la vie moderne, nous sommes entourés de bruit, des voix extérieures qui donnent leur avis, des notifications qui interrompent, des pensées internes qui crient. Et au milieu de ce chaos, nous oublions que le silence n'est ni vide ni absence. C'est l'endroit où l'esprit se met en ordre et l'âme trouve sa direction. Le stoïcisme voyait le silence comme un espace de pouvoir. Marc Aurèle écrivait ses réflexions en solitude, non pas pour orner les mots, mais pour calmer son esprit au milieu de la pression d'un empire. Le silence lui donnait la clarté pour se gouverner avant de gouverner les autres. Il en va de même pour nous. Sans silence, nous vivons en réagissant, pris dans le bruit de ce que les autres attendent. Avec le silence, nous retrouvons la capacité de nous écouter, de séparer l'essentiel de ce qui n'est que distraction. Pense à ton quotidien. Combien de fois agis-tu sans réfléchir parce que ton esprit est saturé de voix? Combien de décisions as-tu prises sur un coup de tête, sous la pression du bruit extérieur, pour ensuite le regretter? Le silence est cet espace où tu peux arrêter la course, observer calmement et te demander: est-ce vraiment ce que je veux ou est-ce ce que les autres attendent de moi? Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'avoir un refuge où le monde ne peut pas t'entraîner. La psychologie confirme que la surexcitation génère de l'anxiété, de la fatigue et des difficultés à prendre des décisions. L'esprit, sans repos, devient maladroit et dispersé. Le silence agit comme un remède naturel, restaurant l'attention et la clarté. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses thérapies recommandent des pauses de silence conscient, car c'est là que le cerveau réorganise l'information et trouve des solutions que le bruit ne permettait pas de voir. Faire du silence. Un refuge est une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin de passer des heures en retraite. Il suffit de moments précis, éteindre le téléphone pendant quelques minutes, marcher sans musique, t'asseoir calmement et observer ta respiration. Cet espace, bien que bref, fonctionne comme un bouclier contre le tourbillon. Au début, cela dérange, car dans le silence émergent des pensées que tu avais enterrées. Mais c'est précisément là que se trouve l'opportunité. Les affronter sans fuir, les regarder jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir. Sénèque rappelait que celui qui ne prend pas le temps d'être avec lui-même ne se connaîtra jamais vraiment. Le silence est cette rencontre. C'est un refuge, mais aussi un miroir. Là, tu peux voir ce que tu portes en toi et surtout retrouver la force d'agir à partir de la clarté et non de la confusion. Celui qui apprend à se réfugier dans le silence n'a plus peur du bruit, car il sait qu'il aura toujours un lieu inviolable où rien d'extérieur ne peut entrer. 7. Transforme la peur en courage. La peur est comme une ombre projetée par une petite flamme. Vous la voyez grandir sur le mur, énorme, disproportionnée, et vous oubliez que son origine est minuscule. C'est ainsi qu'elle opère dans l'esprit. Elle magnifie l'incertain, agrandit ce qui n'est pas encore arrivé et vous fait croire qu'elle est plus forte que vous. Mais si vous apprenez à la regarder en face, vous découvrez qu'elle n'est pas un mur infranchissable, mais un signal qui peut se transformer en élan. Le même feu qui projette des ombres peut aussi vous donner de la chaleur et de la lumière, si vous décidez de vous en approcher avec détermination. Le stoïcisme n'a jamais nié l'existence de la peur. Épictète parlait de l'accepter comme une partie naturelle de la vie, mais rappelait qu'elle ne devrait pas nous gouverner. La peur en elle-même ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est la reddition face à elle. Lorsque vous choisissez de fuir, la peur se multiplie. Lorsque vous choisissez de l'affronter, même si votre voix tremble ou votre corps se secoue, elle se réduit et laisse place au courage. Pensez à chaque fois que vous avez eu peur et que malgré tout vous avez agi. Le cœur battait vite, l'esprit criait de s'arrêter, mais vous avez avancé. Ce moment n'était pas une absence de peur, c'était sa transformation. Le courage n'apparaît pas lorsque la peur disparaît, il surgit lorsque vous la traversez.
C'est pourquoi Marc Aurèle répétait que la difficulté est la matière avec laquelle la vertu est forgée. La peur, alors, est le terrain où le courage s'entraîne. La psychologie s'accorde à dire que d'éviter ce que vous craignez ne fait que renforcer la chaîne. Plus vous fuyez, plus votre esprit confirme que c'était impossible à affronter. Le cercle se répète et vous devenez esclave de vos propres évasions. En revanche, vous exposez peu à peu à ce que vous craignez, affaiblit la réaction et renforce la confiance. La peur ne disparaît pas par magie, mais elle perd son emprise lorsque vous apprenez à la voir comme une opportunité de croissance. La pratique commence par une décision, ne pas fuir. Il ne s'agit pas de se lancer dans le plus grand défi tout de suite, mais de faire des pas concrets qui défient vos limites. Si vous avez peur de parler, commencez par dire ce qui est nécessaire. Si vous avez peur de vous tromper, essayez même si vous savez que ce ne sera pas parfait. Chaque action contre la voie de la peur construit du courage, et à chaque pas, l'ombre devient plus petite. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La peur est cette exagération mentale qui paralyse avant le temps. Lorsque vous choisissez de l'affronter, vous découvrez que la plupart de ces menaces n'étaient que du vent. Et ce qui était réel s'est avéré beaucoup plus supportable que ce que votre esprit anticipait. Transformer la peur en courage n'est pas un acte unique, c'est une habitude. Et celui qui la pratique comprend que chaque ombre n'est qu'une autre opportunité de se renforcer. 8. Brise le cycle du négatif. Une goutte tombant sur une pierre ne semble pas avoir de force, mais avec le temps, elle l'use jusqu'à laisser une marque profonde. C'est ainsi que fonctionne la négativité. Elle n'arrive pas toujours comme un coup fort, mais comme un goutte-à-goutte constant de pensées sombres qui se répètent en silence. Tu ne sers à rien. Tout va mal se passer. Tu ne vas jamais changer. Au début, ils semblent inoffensifs, mais leur répétition crée des sillons dans l'esprit, modelant ta façon de voir la vie. Et si tu ne mets pas fin à ce cycle, ton caractère devient l'empreinte de ces gouttes, dures et marquées par le pire que tu as pensé de toi-même. Le stoïcisme enseigne que rien ne corrompt plus rapidement l'âme que la répétition de jugements erronés. Marc Aurèle avertissait que l'esprit prend la couleur de ses pensées. Si tu cultives le négatif, ton regard sur le monde se contamine et tout semble sombre. Ce n'est pas que la vie est uniquement adversité, c'est que ton attention est restée coincée dans un cycle qui ne reconnaît que le mal. Le briser n'est pas un acte de magie, c'est une décision ferme de ne pas nourrir ce qui te fait sombrer. La psychologie moderne l'explique comme un biais cognitif. Lorsque ton esprit se concentre sur le négatif, il commence à chercher des preuves pour le confirmer. Si tu crois que tout est contre toi, tu remarqueras chaque erreur et oublieras chaque réussite. C'est un cercle vicieux qui se nourrit de lui-même, et si tu ne l'interromps pas, il devient le récit principal de ta vie. Mais ce cycle peut être brisé lorsque tu introduis des pensées et des actions qui contredisent l'inertie de la négativité. Dans la vie quotidienne, briser le cycle commence par de petits actes de résistance. Si une pensée sombre apparaît, ne la laisse pas se répéter sans contrôle. Questionne-la, remplace-la par une action immédiate qui la défie. Si tu penses « je suis incapable », prouve le contraire en faisant un pas concret. Si tu penses « tout est perdu », cherche un détail minime qui te prouve le contraire. Chaque interruption, aussi petite soit-elle, est un coup dans la chaîne qui soutient la négativité. Sénèque enseignait que la souffrance inutile vient de l'anticipation du pire. Briser le cycle signifie refuser de vivre 2 fois la même douleur, d'abord dans l'esprit, puis dans la réalité. Cela ne signifie pas nier ce qui se passe, mais éviter de le recréer 100 fois en toi. La discipline consiste à couper ce goutte-à-goutte constant avant qu'il n'use ton esprit. Briser le cycle du négatif ne te libère pas des difficultés, mais évite que tu ne deviennes complice de ta propre destruction. Chaque fois que tu choisis de ne pas répéter la même histoire sombre, tu ouvres un espace pour que ton esprit respire. Et dans cet espace naît quelque chose de plus fort que la négativité, la possibilité de te reconstruire avec clarté et fermeté. 9. Affirme ton identité avec clarté.
Un arbre qui ne plonge pas ses racines dans la terre peut être emporté par n'importe quel vent. Peu importe s'il grandit haut ou si ses branches semblent fortes, sans racines profondes, il est vulnérable à la première tempête. Il en va de même pour l'identité. Si tu n'affirmes pas clairement qui tu es, tu finis par dépendre de ce que les autres disent, cherchant la validation dans chaque regard et t'adaptant à toute attente. Tu vis en changeant, non par choix conscient, mais par peur de ne pas correspondre. Le stoïcisme enseignait que la véritable liberté commence lorsque tu sais qui tu es et que tu agis en cohérence avec cela. Épictète insistait sur le fait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous pouvons décider comment vivre selon nos principes. Lorsque tu n'affirmes pas ton identité, l'esprit devient un terrain fertile pour le doute et la manipulation. En revanche, lorsque tu déclares fermement tes valeurs, tu deviens quelqu'un de difficile à briser. Pense à cela au quotidien. Si tu n'as pas clair ce que tu représentes, toute critique devient une blessure et tout compliment une drogue. Tu es fragile parce que tu dépends du reflet que les autres te renvoient. Mais lorsque ton identité est affirmée, ni le mépris ne te coule, ni l'approbation ne te rend esclave. Tu restes ferme, comme un arbre qui n'a pas besoin de prouver chaque jour que ses racines le soutiennent. La psychologie moderne confirme que la clarté de l'identité est un facteur de résilience. Les personnes qui définissent solidement leurs valeurs et leurs objectifs montrent une plus grande stabilité émotionnelle face au stress. Ce n'est pas un hasard. Lorsque tu sais qui tu es, les circonstances extérieures perdent le pouvoir de dicter ta valeur. C'est la confusion interne qui ouvre la porte à l'insécurité et à la dépendance émotionnelle. L'entraînement pratique commence par la réflexion. Demande-toi, quels principes ne suis-je pas prêt à négocier? Quelles valeurs soutiennent mes décisions même si le monde me pousse dans une autre direction? Répondre honnêtement à ces questions te donne une carte claire. À partir de là, chaque action peut être une affirmation de ton identité. Tu n'as pas besoin de crier qui tu es, il suffit de le vivre en cohérence. Marc Aurèle répétait que la dignité de l'être humain réside dans le fait de vivre selon sa nature rationnelle et morale. Il ne parlait pas de titre, de pouvoir ou de richesse, mais de cette fermeté intérieure qui ne se plie pas aux opinions passagères. Cette même leçon est toujours valable aujourd'hui. Affirmer ton identité n'est pas l'imposer aux autres, c'est te la rappeler à toi-même chaque jour, jusqu'à ce que ta vie soit le reflet de ce que tu es vraiment. Lorsque tu affirmes ton identité avec clarté, le monde cesse de te définir. Peu importe le bruit extérieur, car à l'intérieur, il n'y a plus de place pour la confusion. Et dans cette certitude, tu trouves une force qu'aucune tempête ne peut renverser. Pense à un volcan qui se réveille soudainement, projetant du feu, de la fumée et des cendres partout. C'est ainsi que se déroulent de nombreuses discussions. Elles éclatent sans prévenir et cherchent à t'entraîner dans leur fureur. Mais observe maintenant une montagne qui reste intacte face à l'éruption, solide, ferme, sans se laisser ébranler par la violence environnante. Cette montagne, c'est toi lorsque tu décides de ne pas perdre ton calme face aux attaques verbales. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais de montrer que ta voix sereine a plus de poids que n'importe quel cri. Dans chaque confrontation verbale, il y a toujours un piège caché. Croire que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. Mais la réalité est autre. Celui qui contrôle son ton, celui qui mesure ses mots, celui qui sait quand se taire et quand répondre, c'est celui qui a vraiment le contrôle. Et quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des insultes ou des sarcasmes, ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur son terrain, de te faire perdre ta sérénité. Si tu tombes, tu as déjà perdu. Si tu résistes intelligemment, la victoire est à toi. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Le triomphe n'est pas d'humilier l'autre, c'est de ne laisser personne voler ta paix. C'est pourquoi, ici, tu apprendras à utiliser des phrases courtes, percutantes, qui semblent simples, mais qui frappent plus fort que n'importe quelle discussion longue et bruyante. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à blesser, mais à établir des limites claires et à faire respecter ton espace sans pousser un seul cri.
Reste jusqu'à la fin, car ce que tu trouveras ici ne sont pas des conseils vides, mais des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, ou avec n'importe qui essaye de te manipuler ou de te faire perdre le contrôle. Ici, tu découvriras que le silence est aussi une réponse, que ton attitude et ton regard peuvent en dire plus que 1000 mots et que la sérénité bien maintenue peut te rendre impossible à briser. Ce scénario est un entraînement pour ton caractère, pour que tu cesses d'être la proie du feu des autres et que tu deviennes la montagne solide que personne ne parvient à renverser. 1. Je n'ai pas besoin de me précipiter, je répondrai calmement. Un éclair illumine le ciel pour un instant, génère du bruit et effraie tout le monde, mais disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Le tonnerre peut être fort, mais il n'a pas de consistance. Le calme, en revanche, est comme un lever de soleil qui arrive lentement, fermement, inévitablement, et qui finit par s'imposer sur n'importe quelle obscurité. C'est ainsi que se présente ta réponse lorsque tu choisis de ne pas te précipiter, brève, ferme et sereine. Elle ne cherche pas à éblouir ni à intimider, elle met simplement les choses à leur place. L'erreur la plus courante dans une discussion est de réagir au même rythme que l'attaque. On te lance des mots durs et ta première réaction est de les renvoyer sans réfléchir. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es un reflet de l'autre. Tu es tombé dans son jeu. La clé est de comprendre que chaque seconde de pause avant de répondre est un acte de pouvoir. Cette pause est ce qui transforme ta réponse en quelque chose qui désarme plutôt qu'en quelque chose qui alimente le conflit. Celui qui t'attaque cherche la vitesse. Il veut t'entraîner sur un terrain où la colère règne. Il sait que si tu réponds immédiatement, tu succomberas à l'impulsion et tu t'affaibliras. Mais lorsque tu choisis de freiner, de respirer et de répondre calmement, tu brises le scénario. Ils attendaient du feu et trouvent de l'eau. Ils attendaient un cri et reçoivent un murmure ferme. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur est déstabilisé, car ta sérénité est un miroir qui lui rappelle le ridicule de son exaltation. Répondre calmement ne signifie pas ne pas répondre. Cela ne signifie pas baisser la tête ni rester silencieux par peur. Cela signifie choisir des phrases courtes qui ferment la porte à la confrontation inutile, mais qui définissent clairement ta limite. Des exemples simples. Je parlerai quand on pourra le faire avec respect, ton opinion est la tienne, je garde la mienne, je n'ai pas besoin de crier pour que tu me comprennes. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à gagner, mais à reprendre le contrôle de la situation. Fais-en une habitude dans la vie quotidienne. Au travail, lorsque quelqu'un te met la pression avec des commentaires sarcastiques, réponds calmement. Si tu veux que nous parlions, faisons-le avec respect. Dans ta famille, si une dispute éclate où tout le monde élève la voix, sois celui qui dit lentement « Je préfère attendre que nous puissions nous écouter sans crier ». Dans la rue, si quelqu'un cherche à te provoquer, un simple « Je ne vais pas discuter de ça » suffit. Chacune de ces phrases est comme un mur qui protège ta paix et en même temps montre que tu n'es pas quelqu'un de manipulable. Le calme soutenu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il se travaille. Commence par les petites choses, quand quelqu'un interrompt ton opinion, quand un inconnu te répond avec rudesse, quand les réseaux sociaux se remplissent de commentaires agressifs. Au lieu de réagir avec la même énergie, pratique la respiration, l'observation et donne une réponse claire mais sans précipitation. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ce muscle interne que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et il avait raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui répond immédiatement montre qu'il dépend de l'autre pour agir. Cette personne montre clairement que personne ne contrôle son état émotionnel. Imagine quelqu'un qui essaie de t'humilier en public, attendant ta réaction. Si tu succombes à la précipitation, tu valides son attaque. Mais si tu prends une seconde et dis calmement « Ce que tu penses de moi ne change pas ce que je suis », la situation change complètement. Non seulement tu te protèges, mais tu poses aussi une limite et tu projettes du respect. Ce type de réponse ne cherche pas à détruire, il cherche à démontrer l'indépendance.
2. Ma voix sereine a plus de poids que les cris. Des coups forts sur une table peuvent impressionner au début, mais ce bruit disparaît en quelques secondes et ne laisse rien de plus qu'un silence gênant. En revanche, un mot ferme, prononcé sans hâte et avec calme, reste dans l'esprit de l'auditeur beaucoup plus longtemps que n'importe quel fracas. C'est la différence entre crier et parler avec sérénité. Le cri intimide seulement un instant. La voix sereine conquiert l'espace et reste là, imposant le respect sans besoin de violence verbale. Celui qui crie pense qu'il gagne du terrain par l'intensité, alors qu'en réalité, il montre sa faiblesse. Le cri révèle qu'il n'y a pas d'argument solide derrière, c'est une déclaration de vide. La voix sereine, en revanche, transmet la sécurité, car elle démontre que tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Une réponse claire, brève et tranquille peut faire baisser le ton même à la personne la plus exaltée. Des phrases comme « je ne répondrai pas si tu me parles en criant » ou « je préfère parler quand il y a du calme » sont des exemples de comment ta sérénité coupe le conflit à la racine. L'habitude de parler calmement se construit dans les moments quotidiens. N'attends pas une grande dispute pour la mettre en pratique. Fais-le dans de petites situations, quand quelqu'un interrompt ton idée, quand quelqu'un essaie de te presser avec impatience, quand un commentaire sarcastique cherche à te déranger. Réponds lentement, ralentis le rythme de tes mots et évite d'élever la voix. Ainsi, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir, mais à agir avec stratégie. Pense à ce qui se passe lors d'une réunion de travail. Si quelqu'un te contredit de manière agressive et que tu réponds au même niveau, le conflit grandit. Mais si ta voix reste sereine et que tu dis « je vais expliquer mon point de vue », écoute-le calmement. Ta présence gagne en poids. L'autre est exposé, car plus il crie, plus il est évident qu'il perd le contrôle face à ton sang-froid. La sérénité devient alors un miroir qui met en évidence le manque d'équilibre de l'agresseur. Dans les relations personnelles, il en va de même. Un membre de la famille contrarié peut élever la voix pour s'imposer. Si tu réponds de la même manière, tout se termine dans un cercle de cris. Mais si tu réponds avec des phrases courtes et un ton ferme, tu imposes un nouvel ordre. Parlons plus tard, ce n'est pas le moment, ou si nous allons nous crier dessus, je ne participe pas. Tu n'as pas besoin de plus. La voix sereine ne se justifie pas et ne se défend pas de manière exagérée, elle pose des limites claires et maintient la dignité. Les stoïciens savaient que le calme est un signe de force. Sénèque affirmait que ce n'est pas celui qui élève la voix qui est grand, mais celui qui ne se laisse pas emporter par l'agitation. Cette idée prend vie dans la pratique quotidienne. Alors que d'autres se fatiguent avec du bruit, tu conserves de l'énergie parce que ta voix ne dépend pas de l'impulsion. Chaque mot à toi, dit avec contrôle, est comme une flèche qui atteint le centre sans avoir besoin de tirer 100 dans l'air. Entraîner cette compétence nécessite une attention consciente. Respire avant de parler. Pense à l'essentiel que tu veux dire et exprime-le sans élever ton ton. Pratique des phrases qui te soutiennent au milieu du chaos. Quand tu veux, nous pouvons parler avec respect. Je peux t'écouter, mais sans cri. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à écraser, mais à maintenir ta position. L'effet est puissant. Celui qui crie est pris au piège de sa propre énergie incontrôlée. Toi, en revanche, tu restes maître de toi-même. Et le plus important, ta voix sereine finit par s'imposer. Parce que dans un monde plein de bruit, le calme résonne toujours plus fort. 3. Je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect. Les pierres lancées contre un mur solide finissent par tomber au sol, sans laisser de marque. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise des insultes ou des cris pour essayer de te provoquer, et que tu décides de ne pas jouer sur ce terrain. Le respect est le mur que tu élèves face à l'attaque, et chaque fois que tu dis calmement que tu ne parleras que dans ce cadre, les pierres deviennent inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris ou un flot d'explications, il suffit de maintenir ta limite claire. Beaucoup de discussions dégénèrent parce que personne ne met de frein. L'un crie, l'autre répond plus fort, et bientôt tout se transforme en un choc sans issue. Celui qui choisit de marquer le respect brise ce cycle. Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse.
Quand tu dis « je préfère parler » lorsque nous pouvons le faire avec respect, ce que tu communiques, c'est que tu n'accepteras pas un dialogue sous des règles sales. Et cette posture ne protège pas seulement ta paix, elle oblige aussi l'autre à reconsidérer sa façon de s'adresser à toi. La force de cette réponse réside dans le calme avec lequel elle est prononcée. Si tu le dis de manière agitée, elle perd de sa puissance. Mais lorsque tu l'exprimes fermement et calmement, elle montre clairement que ta dignité n'est pas en jeu. Le respect ne se mendie pas, il s'établit. C'est une limite qui ne se négocie pas. Celui qui insiste pour crier montre qu'il ne peut pas se contrôler. Mais toi, en restant serein, tu montres que tu peux contrôler ton terrain. Apporter cette habitude à la vie quotidienne est essentiel. Au travail, quand quelqu'un essaie de s'imposer par la pression ou des commentaires tranchants, ta réponse sereine coupe la tension. Nous pouvons en parler, mais sans cris ni reproches. En famille, face à des discussions où l'on cherche à te manipuler émotionnellement, il suffit de dire « Je ne continuerai pas si nous ne parlons pas avec respect ». Ce sont des phrases simples, mais percutantes. Elles n'attaquent pas, elles n'humilient pas, mais elles établissent la règle du jeu que tu choisis. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton épuisement, et cela inclut la façon dont les autres parlent. Tu ne peux pas changer leur ton ni leur attitude, mais tu peux décider dans quelles conditions tu participeras à une conversation. Ce contrôle est un bouclier puissant. Garder ton calme tout en posant la limite du respect fait que même le plus agressif se retrouve à parler seul parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait, ta réaction. Exemple clair, quelqu'un t'accuse injustement devant les autres, attendant ta réponse immédiate. La plupart tomberaient dans le piège de se défendre à grands cris. Tu choisis quelque chose de différent, tu respires et tu dis calmement « Si tu veux parler, faisons-le avec respect. Maintenant, ce n'est pas le cas. » Tu ne te protèges pas seulement, tu projettes aussi de la sécurité. Tu montres que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour défendre ta position. Cette habitude devient un signe d'autorité personnelle. Celui qui sait mettre le respect comme condition inévitable gagne de la confiance à chaque interaction. Tu n'arriveras pas toujours à faire baisser le ton de l'autre, mais l'important est que tu ne le perdes pas. En laissant clair que ta participation dépend du respect, tu enseignes à tous que tu ne dialogues pas sous pression ni manipulation. Avec le temps, cette pratique te rend immunisé contre les discussions toxiques. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de se faire entendre au milieu des cris, tu apprends à attendre le moment approprié, à exiger le minimum nécessaire, le respect mutuel. Et ce calme se transforme en pouvoir, parce que celui qui établit les conditions d'une conversation contrôle la direction de celle-ci. 4. Mon jugement est suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation. Une boussole ne demande pas la permission pour indiquer le nord. Peu importe combien de mains la tiennent, son aiguille pointera toujours dans la même direction. Ton jugement doit être ainsi au milieu des discussions et des attaques verbales, ferme, orienté et sans besoin de chercher une validation externe. Quand tu sais qui tu es et ce que tu penses, ta voix ne tremble pas et ta sécurité ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup font l'erreur de répondre par de longues explications pour convaincre l'autre, comme si leur propre vérité devait être acceptée pour avoir de la valeur. Mais chaque mot que tu donnes en excès, chaque justification que tu répètes sans que personne ne te la demande, est une concession de ton pouvoir. Celui qui t'attaque veut t'entraîner sur ce terrain, te faire sentir que tes pensées ne sont pas valables si elles ne sont pas validées par lui. C'est là que ta réponse brève, ferme et claire entre en jeu. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Cette phrase est un mur qui coupe immédiatement la manipulation. Tu ne la dis pas avec colère ni avec ironie, tu la prononces avec sérénité. C'est un rappel pour toi-même et un avertissement pour l'autre. Ta vie n'est pas là pour être votée. Tes décisions ne reposent pas sur l'opinion des autres. Quand tu parles de cette certitude, même le plus insistant reste sans argument. Car comment discutes-tu avec quelqu'un qui ne cherche pas ta validation? Cette habitude est vitale au quotidien.
Au travail, quand quelqu'un disqualifie ton idée pour la faire paraître faible, il suffit de répondre « C'est ma proposition et j'ai confiance en elle ». À la maison, face à un membre de la famille qui essaie d'imposer sa vision, tu peux dire « J'écoute ton opinion mais je décide pour moi ». Dans la rue, face à quelqu'un qui remet en question tes choix personnels, réponds calmement « Je n'ai pas besoin de ton approbation pour vivre comme je le choisis ». Ce sont des phrases simples, mais elles reflètent un pouvoir énorme, car elles marquent une limite et renforcent ton identité. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions. Tout le reste, y compris les opinions des autres, appartient à un autre domaine. Si tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher des applaudissements ou à éviter les critiques. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te soucier de ce que pensent les autres. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Ton jugement est ta boussole, et tant que tu le suis fermement, le bruit extérieur ne peut pas te détourner. Imagine la situation typique où quelqu'un essaie de ridiculiser ta décision devant les autres. La plupart entreraient dans une bataille verbale pour justifier leur position. Toi, en revanche, tu choisis de répondre calmement « C'est ma décision et je suis en paix avec elle ». Rien de plus. Avec cette phrase, tu démontes le jeu. L'autre attendait une longue explication qu'il pourrait attaquer, mais tu ne lui donnes pas de matière. Ta sérénité coupe l'air et la conversation manque de carburant. La clé est de faire de cela une habitude, pas une réaction isolée. Chaque jour, tu auras l'occasion de renforcer ton indépendance émotionnelle. Quand tu décides quelque chose, répète-toi mentalement « Mon jugement est suffisant ». Cet entraînement interne renforce ta confiance, et quand viendra le moment de l'exprimer à haute voix, ton ton transmettra l'authenticité. Il n'y aura pas de doute, car tu le vivras comme une vérité gravée en toi. Cette habitude protège aussi ton énergie. Quand tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu arrêtes de perdre du temps dans des batailles inutiles. Tu peux écouter, tu peux considérer des opinions, mais tu décides depuis ton centre. Cela ne signifie pas être têtu, cela signifie être maître de toi. Personne ne peut manipuler celui qui ne cherche pas de validation. 5. Tes paroles sont à toi, je ne vais pas les porter. Les flèches lancées en l'air peuvent voler avec force, mais elles n'atteignent pas toujours leur cible. Beaucoup tombent au sol, d'autres se perdent dans la distance. C'est ainsi que sont les insultes et les provocations. Elles sont lancées avec colère, mais elles ne blessent que si tu décides de les ramasser. Quand tu apprends à laisser ces flèches tomber sans les toucher, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque parole offensante en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. L'erreur la plus courante dans une discussion est de penser que tu dois te défendre de tout ce qui est dit, comme si chaque commentaire était une pierre que tu dois arrêter avec ton corps. Et non, ce n'est pas le cas. Tu choisis ce que tu portes et ce que tu laisses tomber. Quand tu réponds calmement, c'est à toi, je ne vais pas le porter, ou tes paroles ne me définissent pas, tu brises immédiatement l'intention de l'attaque. L'agresseur espérait que ses flèches te blessent, mais il se retrouve face à quelqu'un qui ne les reconnaît pas comme siennes. Cette habitude est une libération quotidienne. Dans la rue, si quelqu'un t'insulte gratuitement, tu peux répondre sereinement « Ce que tu dis parle de toi, pas de moi ». Au travail, face à des critiques injustes, il suffit de dire « Je respecte ton opinion, mais je ne la fais pas mienne ». En famille, quand un reproche cherche à te manipuler, réponds « Tes paroles sont à toi, je décide ce que je crois ». Des phrases simples, dites calmement, qui deviennent des boucliers impénétrables. Les stoïciens comprenaient cela clairement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un t'insulte, le mal n'est pas dans le mot lui-même, mais dans ce que tu décides de faire avec. Si tu le ramasses et le gardes dans ton esprit, il te blesse. Si tu le laisses tomber, il disparaît. Aussi simple, aussi puissant. Imagine une scène quotidienne. Quelqu'un cherche à te provoquer devant un groupe, en utilisant le sarcasme pour te faire mal paraître.
La réaction la plus courante serait de lui rendre l'offense avec la même intensité. Mais si tu dis calmement « c'est ton opinion, je ne la porte pas », l'attaque se désarme. Le silence gênant ne sera pas le tien, il sera celui de celui qui a essayé de te blesser sans succès. En refusant de porter ses paroles, tu lui rends le poids de ce qu'il a dit. La clé est de faire de cette pratique une habitude constante. Chaque fois que quelqu'un essaie de déposer en toi ses frustrations déguisées en insultes, rappelle-toi que tu n'as pas à les accepter. Tu n'es pas un conteneur de déchets émotionnels. Tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le poison que d'autres essaient de te donner. Te répéter mentalement « ceci ne m'appartient pas » te donne une liberté immédiate. Répondre de cette façon ne signifie pas ignorer tout, mais choisir ce qui mérite ton énergie. Si la critique est constructive, tu peux l'écouter. Mais si elle est chargée de poison, tu la laisses tomber. Ta réponse brève et sereine marque la limite. Tu ne deviens pas le récepteur automatique de la colère des autres. Cette indépendance te donne la paix et aussi le respect. Parce que celui qui ne porte pas ce qui est étranger démontre une force intérieure. L'effet est transformateur. Quand tu ne réagis pas à chaque parole hostile, les autres découvrent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, que leurs insultes n'ont plus de pouvoir sur toi. Et avec le temps, même les plus agressifs comprennent qu'avec toi, il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie, parce que tu ne donnes pas ce qu'ils cherchent, ta réaction. C'est ainsi que tu transformes une attaque en rien, parce que les mots, sans ton permission, ne pèsent pas, et parce que tu décides ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. 6. Ma posture et mon regard disent déjà ce que je pense. Un phare sur la côte n'a pas besoin de crier pour guider les bateaux. Sa lumière, ferme et constante, suffit à marquer le chemin dans l'obscurité. Il en va de même dans une discussion. Ce ne sont pas toujours les mots qui pèsent le plus, mais la façon dont tu te tiens. Ta posture, ton regard et ton silence stratégique peuvent parler plus fort que n'importe quel discours. Le corps a un langage qui, lorsqu'il est utilisé avec calme et fermeté, devient une arme silencieuse, impossible à ignorer. L'erreur de beaucoup est de croire que l'on ne défend une idée qu'en parlant plus fort ou en accumulant des arguments. Cependant, la façon dont tu te tiens face à l'attaque dit autant ou plus que ce que tu exprimes avec la bouche. Lorsque ta posture est droite, ton regard serein et tes gestes calmes, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité intimide plus que les cris. Celui qui essaie de t'agiter avec des mots s'attend à ce que tu bouges nerveusement, que tu baisses la tête ou que tu répondes avec des gestes nerveux. Si tu ne le fais pas, si tu restes comme un mur tranquille, tu lui montres qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Dans la vie quotidienne, cette habitude est clé. Imagine une réunion au travail où quelqu'un essaie de dénigrer ton opinion. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Il suffit de maintenir ton regard fixe et ta posture droite avant de parler. Ce calme physique envoie un message. Tu ne m'intimides pas. Et lorsque tu décides finalement de parler, même une phrase courte comme « je pense différemment » sonne plus fort parce que ton corps avait déjà marqué l'autorité. Cela se produit aussi dans la famille. Quelqu'un peut essayer de te manipuler avec des reproches ou des sarcasmes. Au lieu d'entrer dans le jeu des cris, ta réponse commence par ton langage corporel. Silence, calme, regard ferme. Puis une phrase brève. « Je n'ai pas besoin de discuter, ma position est déjà claire ». Ce geste coupe la tension parce qu'il montre que ton jugement est soutenu par plus que des mots. Le stoïcisme a toujours valorisé la cohérence entre l'interne et l'externe. Sénèque disait que la véritable force se reconnaît dans la sérénité du visage et dans la fermeté du caractère. Si ton intérieur est calme, ton corps le reflète. Et lorsque ton corps reflète le calme au milieu du bruit, il désarme l'autre sans avoir besoin d'entrer sur son terrain. L'attaque perd de sa force car elle ne trouve pas de faille par où entrer. S'entraîner à cette habitude implique de prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas de paraître arrogant ou distant, mais de maintenir ton centre dans n'importe quelle situation. Posture droite, respiration contrôlée, regard clair. Ces éléments transmettent une sérénité qui pèse plus que les cris. C'est comme dire, avec ta seule présence,
Je suis ici, sûr de moi, et rien de ce que tu dis ne me fait bouger. Exemple pratique, quelqu'un t'insulte en espérant te voir perturbé. Tu restes calme, tu le regardes dans les yeux et tu réponds lentement « Tes mots ne changent pas ce que je suis ». L'impact ne réside pas seulement dans la phrase, mais aussi dans la façon dont tu l'accompagnes avec ton langage corporel. Ce mélange de fermeté et de sérénité génère un respect immédiat, car il démontre une maîtrise de soi. Faire de ta posture et de ton regard des alliés ne nécessite pas un effort exagéré, juste une pratique consciente. Chaque jour, dans de petites situations, rappelle-toi que ton corps communique aussi. Lorsque tu choisis de maintenir le calme physique, ton silence et tes gestes parlent plus qu'une discussion entière. La personne qui contrôle sa présence envoie un message clair. Je ne suis pas quelqu'un de facile à briser. C'est ainsi que tu fais comprendre aux autres ta position, même sans mots. 7. Le silence est aussi une réponse. Les pièges les plus efficaces ne sont pas toujours visibles. Un chasseur n'a pas besoin de montrer son arme, il lui suffit de préparer le terrain pour que l'ennemi tombe de lui-même. C'est ainsi que fonctionne le silence au milieu d'une discussion. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est une stratégie qui oblige l'autre à tomber dans son propre bruit. Tandis qu'il s'épuise avec des cris et des insultes, tu restes tranquille, et ce calme devient un coup invisible qui pèse plus que n'importe quel mot. Répondre par le silence ne signifie pas fuir, ni manquer d'arguments. Cela signifie choisir la meilleure stratégie, nier à l'autre ce qu'il recherche le plus, ta réaction. Celui qui crie a besoin de carburant, il a besoin que tu lui rendes le feu pour continuer à brûler. Si tu choisis de te taire, tu le laisses brûler seul jusqu'à ce que son énergie s'épuise. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas gagné en discutant, tu as gagné en ne jouant pas son jeu. Cette habitude s'entraîne jour après jour. Quand quelqu'un t'attaque avec du sarcasme au travail, tu peux le regarder et rester calme. Ton silence lui dit « Je ne vais pas me fatiguer avec toi ». Dans la famille, face à un reproche injuste, se taire et se retirer est plus clair que de s'engager dans une bagarre sans fin. Et dans la rue, lorsqu'un inconnu essaie de te provoquer, ton silence et ta démarche assurée montrent que tu n'as pas l'intention de salir ton énergie. Le pouvoir du silence est qu'il place tout le poids sur l'autre. Celui qui lance des mots offensants attend une réponse. S'il ne l'obtient pas, il est exposé à sa propre agressivité. Imagine quelqu'un te crier dessus en public pendant que tu choisis de rester calme, avec un regard ferme. La tension monte, mais pas vers toi, vers celui qui perd le contrôle. Ton silence devient un miroir qui reflète son désordre, et tout le monde le perçoit. C'est la force silencieuse qui intimide plus que n'importe quelle réplique. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tout ne mérite pas d'être répondu, car tout n'a pas de valeur. Si tu choisis de répondre à chaque attaque, tu finis par être pris dans le filet de l'autre. Mais si tu sélectionnes tes batailles et laisses le silence être ta réponse, tu démontres que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Je ne suis pas à ton niveau. Des exemples pratiques le montrent clairement. Imagine qu'un collègue essaie de t'humilier avec des blagues devant les autres. Au lieu de répondre, tu le regardes et gardes le silence. À ce moment-là, tu le laisses seul face à sa tentative de gagner des applaudissements. Le vide qui reste parle plus fort que n'importe quelle réplique. Ou dans une dispute de couple où les deux élèvent la voix, ton silence interrompt l'escalade. En ne donnant pas plus de carburant, tu obliges l'autre à s'arrêter et à reconsidérer. Faire de cela une habitude nécessite de l'autocontrôle. Il n'est pas facile de contenir le besoin de se défendre toujours, mais avec de la pratique, tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est choisir quand parler et quand laisser le bruit se détruire lui-même. Une technique simple est de te rappeler à ces moments-là, tout ne mérite pas une réponse. Cette phrase intérieure t'aide à garder ton calme et à utiliser le silence comme une arme stratégique. L'effet sur ta vie est profond.
Tu gagnes du respect parce que ceux qui t'entourent découvrent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu gagnes la paix parce que tu ne portes pas le poids de discussions inutiles. Et surtout, tu gagnes du pouvoir parce que tu démontres que ton contrôle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, utilisé avec intention, est un coup invisible qui laisse toujours une trace. 8. Ma sérénité est ma force, je n'ai pas besoin de la perdre. L'acier le plus résistant n'est pas celui qui est forgé avec des coups désespérés, mais celui qui est trempé dans le feu et ensuite refroidi avec patience jusqu'à devenir inébranlable. C'est ainsi que se manifeste la sérénité au milieu d'une discussion, une trempe silencieuse qui n'a pas besoin de montrer de violence pour démontrer sa force. Alors que d'autres s'épuisent en perdant leur calme, tu deviens plus solide à mesure qu'ils essaient de te briser. La sérénité n'est pas passivité, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des mots durs, il le fait en espérant une réaction qui confirme son contrôle. Il veut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu perdes ton centre. Chaque seconde que tu maintiens ta sérénité est un coup qui le désarme, car tu lui montres qu'il n'a pas accès à ce qui est le plus précieux, ton équilibre. Et cela envoie un message clair. Tu peux parler, mais tu ne peux pas me dominer. Faire de ta sérénité une habitude quotidienne est une stratégie vitale. Au travail, quand quelqu'un remet en question ta capacité avec un ton arrogant, tu peux répondre calmement « Je comprends ton opinion, je vais continuer à faire ce que je fais ». Cette sérénité désarme, car pendant que l'autre attend un conflit, il reçoit une réponse imperturbable. Dans la famille, quand les émotions débordent dans les discussions, garder son calme et dire « Je ne vais pas perdre ma paix pour ce sujet » est suffisant pour arrêter la tempête. Même dans la rue, face à un inconnu agressif, ta sérénité et ton silence deviennent une barrière qui empêche l'attaque d'avoir un effet. Les stoïciens comprenaient que la vraie victoire est de se gouverner soi-même. Marc Aurèle affirmait que rien n'est plus fort qu'un homme qui conserve son âme tranquille. Cette leçon prend tout son sens lorsque tu pratiques la sérénité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut brûler de l'intérieur, mais la sérénité la refroidit jusqu'à la rendre inutile. C'est comme éteindre un incendie avec de l'eau claire. Exemple concret. Quelqu'un t'accuse faussement devant les autres, en attendant ta défense agitée. Tu choisis la sérénité, tu regardes calmement et tu réponds « Quand tu voudras parler avec respect, je le ferai. » Rien de plus. Cette brève phrase, soutenue par la sérénité, pèse plus qu'un discours de 10 minutes crié. L'accusateur est mis en évidence parce que son bruit contraste avec ton contrôle. Faire de la sérénité ta force ne signifie pas que tu ne parles jamais fermement. Cela signifie que tu choisis quand, comment et avec quel ton le faire. Le pratiquer implique d'entraîner l'esprit à ne pas sauter à chaque provocation. Chaque jour, tu auras des occasions de le faire. Dans une discussion inutile, dans un commentaire offensant, dans une tentative de manipulation. Respire, rappelle-toi ton centre et demande-toi « Est-ce que ça vaut la peine de perdre ma paix pour ça ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Le pouvoir de la sérénité réside aussi dans le fait qu'elle protège ton énergie. Chaque cri épuise, chaque réaction impulsive vole de la force. Mais le calme préserve ta clarté et te permet de penser plus intelligemment. Alors que les autres perdent le contrôle, tu planifies, tu choisis et tu décides depuis la lucidité. Cela ne te protège pas seulement, cela te place aussi un pas en avant. Avec le temps, ta sérénité devient ta marque personnelle. Les autres commencent à le remarquer, que tu n'es pas facile à provoquer, que tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux inutiles, que ta paix n'est pas à vendre. Cela génère du respect, même de la part de ceux qui ont essayé de te briser, parce qu'ils comprennent que ta sérénité est ta plus grande force et que lutter contre elle est une perte de temps.